t'achètes le vin, tu poses tes valeurs sur la table, quoi. Et on a mis à ce côté-là aussi de pouvoir proposer aux gens un moyen d'être un peu militant aussi dans leur manière de consommer. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Et hello Thomas. Salut Vincent. Bah écoute, merci beaucoup de venir sur Harmony Inside. Avant qu'on commence, déjà comment tu vas aujourd'hui? Comment ça se passe dans ces temps de canicule à Lyon, puisqu'on enregistre ça à distance? Oui, on est à Lyon. Écoute, ça va bien. Effectivement, il fait chaud, mais il y a pas mal de joie dans l'équipe, donc ça compense largement. Ah, ça, t'aurais été à Paris ou j'aurais été à Lyon, ça aurait été un temps à se mettre dehors avec une bonne bouteille de vin OE du coup. Un bon rosé. Exactement, on va parler de tout ça. Du coup, sans transition, je te propose de commencer par te présenter tout simplement pour ceux qui nous écoutent. Oui, donc je suis Thomas, je suis donc entrepreneur, j'ai 36 ans. Je suis marié avec 4 enfants, dont un petit qui a 3 mois, Ambroise. J'ai créé OE avec François-Xavier il y a 6 ans maintenant, et avant ça, j'ai fait une école d'ingé, les arts et métiers. J'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal à Paris, et puis 1 an chez Danone. Et pendant cette année, j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société, mais ça, on va en parler par la suite. Et je voulais créer un business à impact, et vraiment par hasard, j'ai rencontré François-Xavier qui lui travaillait déjà dans le vin. Et donc, on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le vin. On a vite vu qu'on était assez complémentaires, lui et moi, et on a lancé l'aventure. Et c'est quoi le switch justement, parce que tu fais arts et métiers, t'es un gazard comme on dit. Tu travailles dans des grands groupes, tu vois, L'Oréal, Danone, c'est des cultures, des grosses cultures très corpo à la française, des grands groupes qui font aussi des belles choses, tu vois. Mais c'est quoi l'élément déclencheur où tu te dis vas-y, je quitte ce track tout tracé que j'ai pour devenir cadre Ouais, dans un grand groupe et te lancer un truc qui peut être dur, quoi. honnêtement, le MOOC, ça a été un vrai déclencheur. Typiquement, il y avait un exercice très physique. Tu sais, il disait, penche-toi, penche-toi, penche-toi. Puis hop, il y a un moment, tu fais un pas en avant. Et on te dit, pour faire un pas en avant, il faut se mettre en déséquilibre, quoi. Et à l'inverse, si tu te mets en déséquilibre, tu feras un pas en avant. Et j'aimais bien ce truc-là. Et c'est vrai que depuis toujours, quand il me manque quelque chose, j'essaie de le créer. J'aime bien aller sur des chemins que je connais pas, aller chercher le chemin pas le plus difficile pour la difficulté, mais pour créer quelque chose. Et c'est vrai que dans les grands groupes, il y a plein d'avantages, plein de choses, et vraiment, je veux pas du tout critiquer. Et pour autant, je sentais que j'avais quelque chose de, pas forcément de mieux, mais qui moi me correspondait mieux, en tout cas, en allant me lancer. Et après, c'était pas du tout gagné quand je me suis lancé, mais bon, par chance, ça a pris. C'est super, ouais. Et alors, du coup, en plus, t'as effectivement pas choisi le chemin le plus simple, tu vois, du point de vue du néophyte. Le vin, moi, j'ai fait mes études à Bordeaux. Du coup, à un moment donné, comme tout le monde, je me suis dit, le vin, ça peut être cool et tout, t'es à Bordeaux. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est, ouais, mais tu sais, le vin, si t'es pas du sérail, que t'es pas intégré dans une famille et tout, c'est un secteur où c'est très difficile de rentrer, et même juste pour un poste à l'époque, sans même te parler de créer ta marque de vin. Donc voilà, pourquoi ce secteur-là et comment ça s'est passé quand t'as commencé? Effectivement, il y a vraiment ce que tu dis dans le monde du vin. Et pour autant, je trouve que maintenant, tu peux venir, entre guillemets, de nulle part, et ça te permet d'encore plus innover, quoi. Et comme on voit que les sujets du moment, typiquement sur l'engagement, l'impact et ces sujets-là, en fait, c'est pas des sujets du vin, c'est des sujets d'impact, de RSE au sens large, etc. Et donc, tu vois, souvent je dis à l'équipe, on vend pas du vin, on vend des engagements, on vend un mouvement, etc. Effectivement, le vin, c'est presque plus un support pour ce qu'on fait que voilà. Donc ça nous apporte beaucoup, justement, de pas être du monde du vin, parce qu'on n'est pas figé. Et après, qu'est-ce qui nous a amené sur le vin, en fait, parce que François-Xavier, lui, travaillait dans le vin auparavant, et il voyait vraiment des limites, quoi. Il avait des équipiers qui partaient en combinaison, masque à gaz dans les vignes et tout ça. C'était pas possible, quoi. Il s'est dit, mais vraiment, il faut changer ça, et donc on va essayer d'y contribuer. Et quand on s'est rencontrés, on s'est vraiment dit, allez, go, on y va ensemble, on va faire des choses, quoi. Ouais, je vois. Et alors justement, raconte-nous un peu, c'est quoi OE? En quoi c'est différent de ce qu'on peut connaître dans le vin? Tu vois, ne serait-ce que quand on voit vos bouteilles, j'en vois derrière toi là, pendant qu'on se parle, j'invite tout le monde à aller en voir et en goûter aussi. Même si on fait pas la promotion de l'alcool, tout ça. Tu vois, c'est pas la bouteille Château Mission Aubryon, Château Lafite, machin, etc. que tu peux avoir l'habitude de voir. Vous avez une identité très différente, des engagements très différents. Donc voilà, je te laisse nous raconter ça. En quoi OE est une marque différente et nouvelle dans ce secteur extrêmement traditionnel du vin. Alors, OE, c'est pour œnologie, les 2 premières lettres. Et OE, parce que OE, on veut bousculer les lignes justement, de cette filière vin.
et montrer qu'autre chose est possible, une nouvelle manière d'entreprendre est possible. En gros, on construit la marque Engagée du vin, animée par une grande cohérence. Et donc, tous nos vins sont des vins de vignerons, des vins bio, vegan, zéro pesticide. Euh, Au-delà du vin que tu vas consommer, bah, on est très attentif à tout l'aspect packaging, parce que dans le bilan carbone, l'aspect packaging est juste majeur. Et donc, tout est recyclé, recyclable, encre végétale, naturelle, etc. Et surtout, deux gros aspects sur ce thème-là. On est la première marque de vin en France à avoir relancé la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie. On Ça, pourra on va en en parler parce que c'est un truc de ouf, ça, ouais. Ouais. Et maintenant qu'on a la consigne, on est pareil, les premiers à faire du full zéro déchet. Donc on envoie des vins à certains partenaires en casier, avec une coiffe consignée. Donc t'as plus de carton, plus de scotch, plus de film plastique sur la palette, plus rien, zéro. Enfin vraiment, bouteille consignée. Enfin vraiment, c'est hyper vertueux. On voit que c'est possible. Et ce qu'on aime bien, c'est essuyer les plâtres, être à l'avant-garde sur ces sujets-là. Et après, au-delà du contenu et du contenant, on veut aussi être une entreprise cohérente avec ça. Et donc, on est transparent sur le salaire. On vient d'embaucher une première personne avec un handicap. On est à l'énergie renouvelable. On a changé de banque, passe dans une banque éthique. Et en fait, on est tout le temps en train de progresser. Chaque trimestre, on a des objectifs marketing, commerciaux, mais aussi d'engagement. Et donc, on avance dans cet engagement. Et toute l'équipe y contribue. J'aime bien un peu cette image-là. Alors, les gens ne voient pas, mais quand tu prends un drap, c'est un drap d'un lit, et tu tires vers le haut, bah, en fait, ça vient emmener tout autour de toi. Et donc, on essaie d'avoir ce Hmm. rôle-là, d'emmener nos vignerons, et on donne 30% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité. Et donc, on essaie d'aider nos vignerons à aller au-delà du bio. On travaille avec nos partenaires, tu vois, euh, les enseignes avec lesquelles on bosse, les restos avec lesquels on bosse, pour les faire passer sur la consigne, sur le zéro déchet, ensuite à l'énergie renouvelable, essayer d'évangéliser sur Bicorp, etc. Ouais, on essaie d'avoir ce rôle-là qui, moi, me semble en fait normal. Je pense que nous, entreprises, on doit tous se tirer vers le haut, s'entre-apprendre des choses et puis aller de l'avant, quoi. Et donc, c'est vrai que tous ces engagements-là, ce mouvement-là, cette culture-là, bah, elle nourrit notre communication, elle nourrit notre marketing, du coup, le commerce aussi. Et il y a un cercle assez vertueux parce que plus on se Ouais, t'as une déploie, cohérence plus on a. d'ensemble, quoi. Exactement, ouais. Et, Ouais. et tu vois, t'es vraiment une boîte qui est du coup impact by design, si on peut dire. Enfin, tout est pensé, articulé, cohérent autour de l'impact. Et tu vois, en même temps, on pourrait se dire, c'est déjà assez galère de monter une boîte de rien dans un secteur qui est déjà bien figé, etc. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus durs? Enfin, t'as vraiment ce rôle d'essuyer les plâtres, comme tu dis. Donc, ouais, enfin, comment tu fais et comment est-ce que ça nourrit quelque chose de vertueux aussi finalement pour ta boîte? Parce qu'on peut souvent avoir cette image de l'impact par opposition à la croissance et de l'impact comme contrainte. Et toi, justement, j'ai l'impression que tu montes l'inverse, quoi. Honnêtement, on prouve que l'inverse est vrai, je trouve, et on n'est pas du tout les seuls. Il y a une énergie quand tu confies l'impact à toutes les équipes. Les gens, ils voient le sens que ça a, ils contribuent, ils proposent, on active. Il y a de la reconnaissance. Enfin, il y a quelque chose de très simple et de très vertueux. Et du coup, aussi, porteur de croissance, de chiffre d'affaires et tout ça aussi, parce que les équipes sont bien et parce que ça a du sens, quoi. Et on le fait avec beaucoup d'authenticité, donc ça résonne aussi bien pour nos partenaires. Nos partenaires, ils utilisent ça, ils ont besoin de nous pour se former, pour se déployer, ils nous posent des questions. Et donc, les relations qu'on tisse, elles sont pas que commerciales, c'est pas que de la facturation et des palettes qui partent, c'est un lien quand même beaucoup plus fort, quoi. Et donc, ça favorise aussi concrètement le chiffre d'affaires. Donc, vraiment, pour le coup, impact versus business, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est vraiment l'un nourrit l'autre. Et plus tu as de business, plus tu as de matière à générer de l'impact, quoi. Donc, c'est Hmm. très vertueux. Et puis, il y a quelque chose de très humain avec les équipes aussi, parce que bah, les gens concrètement voient le sens que ça d'être ici. Chaque jour, ils ont des missions qui se donnent à eux-mêmes pour aller tirer vers le haut tel ou tel acteur. Donc, euh, ouais, mais ce côté impact by design, effectivement, c'est majeur pour nous. Et j'avoue, hein, je touche du bois, mais c'est la boîte dont j'avais rêvé il y a encore quelques années quand c'était le tout début. Donc, ça fait Ah, plaisir. ça fait plaisir à entendre. Et effectivement, oui, il y a ce côté, au final, quand tu viens acheter une bouteille de vin, ouais, en fait, t'achètes pas que le vin, quoi. T'achètes toute l'histoire et qu'il y a derrière. Tu sais que tu sais ce que tu soutiens, ce que tu supportes. Et ça, en termes de marketing et de résonance par rapport à tes clients, c'est effectivement, ça doit avoir des avantages assez incroyables, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dans le monde du vin, tu as malheureusement beaucoup de flou. Souvent, on ne sait pas qui y a derrière la bouteille. Est-ce que c'est un vigneron? Est-ce que c'est un mix de plein de vignerons? Parfois, tu sais, on te vend un château quelque chose. Et en fait, il y a ni château ni quelque chose. Enfin, tu vois, voilà. Et donc nous, c'est vrai qu'on veut beaucoup de simplicité, de transparence. Derrière chaque bouteille, t'as un vigneron. Là, on est en train d'envoyer
des bouteilles avec un QR code où tu as directement le vigneron qui te parle, qui dit bah voilà Vincent, tu as dans tes mains le Côte-du-Rhône, c'est moi Denis qui les produit, et, visite mon domaine. Enfin tu vois, c'est très très transparent. Et puis tous ces engagements, effectivement, quand tu achètes le vin, tu poses tes valeurs sur la table, quoi. Et Hmm. on aime bien ce côté-là aussi de pouvoir proposer aux gens un moyen d'être un peu militant aussi dans leur manière de consommer. Ouais, je vois complètement. Et tu as fait un choix qui est assez fort aussi au niveau de ton entreprise, c'est que tu es devenu entreprise à mission. Oui. T'as une mission qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le vin, promouvoir une agriculture durable et une manière de consommer bienveillante. Alors déjà, pourquoi ce choix et cette mission concrètement, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Alors, pour nous, c'est hyper important d'être ancré dans une vraie mission et de savoir ce à quoi on veut contribuer. Et donc, une agriculture durable, en fait, quand tu vois ce qui se passe dans la vigne, tu vois, la vigne, on le sait pas, hein, mais c'est 4% de l'agriculture en France, c'est 20% des pesticides. Le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé. Et, euh, et vraiment, ça pose des questions pour la biodiversité présente dans les vignes, pour les viticulteurs et puis pour les consommateurs. Et donc, essayer de promouvoir une agriculture durable, c'est vraiment essayer de répondre à ça. On voit que la vigne, et vraiment on le voit, elle peut être un enfer pour la biodiversité, parce que c'est une monoculture, parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de haies, il n'y a rien. À l'inverse, elle peut aussi être une solution, mais majeure, tu vois. Et on voit des vignerons, en fait, au tout début de l'aventure OE, tu vois, on est allé chez un vigneron dans le Bordelais, et pourtant, c'est pas à Bordeaux où c'est le plus facile. Et le gars nous dit, bah voilà, j'ai mis tel type d'arbre parce que ces arbres-là, ils font des trous qui abritent tel type de chouette. J'ai mis des nichoirs à chauves-souris, des nichoirs à mésanges, j'ai mis un petit plan d'eau à la place de mettre des vignes, mais comme ça me crée un équilibre. Ça. Le gars ne met rien sur ses vignes, rien du tout, tu vois, zéro, rien. Et c'est juste son écosystème qu'il arrive à favoriser qui fait qu'il y a un équilibre hyper sain pour la vigne, quoi. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais je ne peux pas promouvoir autre chose que ça. Et ça, c'est possible, ça fonctionne aussi financièrement, etc. C'est plus de travail peut-être pour lui. Ça fait des vins qui sont effectivement plus chers que des vins pas chers du tout, mais pourtant très accessibles. Euh, et donc, c'est ça qu'on veut favoriser. Et donc, ça, c'est promouvoir une agriculture durable et une manière de consommer bienveillante ou positive. On voit que la consommation qu'on a change la donne ou peut changer la donne. Et donc, quand tu consommes des choses qui sont faites dans des pays où les gens sont juste sous-payés, maltraités, etc., bah, tu cautionnes ça, tu nourris ce truc-là quand tu achètes des choses qui sont faites dans le coin par des vraies personnes dignement payées. Effectivement, peut-être que ça coûte un peu plus cher. Très souvent, ça dure 15 fois plus longtemps, donc au final, c'est moins cher. Euh, voilà. Et donc, on va essayer de contribuer à une consommation plus positive. Et c'est vrai que dans le vin, il y a quand même ce truc de consommer moins et mieux. Je pense que le but, c'est pas de se mettre des grosses caisses tous les soirs, mais plutôt d'avoir des bons vins autour desquels on se réunit, on se retrouve, il y a des belles discussions, des vrais temps partagés. C'est plus ça qu'on veut essayer de promouvoir. Ouais, je comprends. Parce que, effectivement, toi, ce que tu dis, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu qui est cool, qui s'appelle La troisième assiette de Todd Plate en anglais, où justement, c'est un chef qui a écrit ce bouquin. Il fait ça, tu vois. Il crée cet écosystème où il produit directement dans sa ferme, dans son exploitation, tous les produits qu'il va vendre, etc. C'est assez cool à lire. Mais par contre, du coup, derrière, tu as un truc, c'est il peut pas avoir 12 000 couverts. Il peut pas vendre ça de manière industrielle, etc. Donc, ça peut bien marcher quand tu as un restaurant et que tu pratiques des prix très, très élevés. Toi, quand tu montes une boîte, si on revient à ce diptyque impact business, est-ce que ça t'oblige, entre guillemets, à te dire on va avoir des ambitions plus sobres, ou est-ce que tu gardes ce côté impact mais croissance aussi, quoi? Et en gros, entre guillemets, on n'a pas forcément de limite dans la croissance qu'on veut avoir. J'aime bien cette question-là, pardon. Je trouve qu'elle est pas facile à répondre. Et moi, je suis toujours partagé, en fait. Déjà, il y a un point par rapport juste vraiment au coût des produits. Tu vois, nous, par exemple, on bosse le zéro déchet à fond. On n'a pas de capsule sur les vins. Bon, on gagne 5 centimes. On n'a pas, tu vois, quand on fait vraiment zéro déchet, tu gagnes le carton. C'est, je sais pas, 10, 15 centimes par bouteille. Tu gagnes le scotch, tu gagnes, enfin, bref, tu gagnes, en fait, des choses. Et très souvent, et souvent on pense l'inverse, mais très souvent, avoir des choix écologiques un peu forts sont vertueux aussi financièrement. Tu vois, la consigne, par exemple, on en parlera, mais 79% de gaz à effet de serre en moins, 76% d'énergie en moins et 33% d'eau en moins. Aujourd'hui, déjà maintenant, pardon, une bouteille issue de la consigne réemployée coûte autant qu'une bouteille neuve, parce que là, il y a une crise sur les bouteilles, parce que l'énergie explose et les matières premières et donc la silice nécessaire pour faire des bouteilles neuves, enfin, il n'y a plus de matières premières, quoi. Et donc demain, une bouteille issue de la consigne réemployée sera moins chère, quoi. Donc c'est des bénéfices Hmm. à la fois écologiques et à la fois financiers. Et de manière générale, très souvent, on pense inverse, et pour autant, il y a plein de contre-exemples, quoi.
Et après, sur ta question de la croissance, je suis toujours partagé. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme on sert une mission qui nous dépasse tous largement, je pense qu'on ne peut que être ambitieux parce qu'il faut y répondre, il faut apporter des solutions. Et en même temps, on peut que rester les pieds sur terre parce que vraiment, on n'est qu'une goutte d'eau au final, et on cherche à faire de notre mieux. Euh, je crois pas à une croissance illimitée. Je crois même que dans les organisations très humaines, il y a quand même un Un plafond. palier. Ouais. Parce qu'à un moment, les gens ne se connaissent plus et le tissu, la densité entre les relations n'est plus là. Et donc, je pense que tu perds quelque chose qui est nécessaire. Euh, pour autant, je pense qu'il faut que des acteurs à impact soient plus forts et changent la donne, quoi. Parce que vraiment, il faut, de tous les côtés, quoi. Et justement, parlons de la consigne que tu mentionnais. Ça, en vrai, Ouais. c'est un vrai sujet et je trouve que c'est assez représentatif des risques que tu peux prendre avec toi, ta culture et ce que tu veux faire en termes de boîte. La consigne, on en a toujours entendu parler, alors ce sont des discours qui sont peut-être un peu orientés aussi, quand même quelque chose d'impossible à mettre en place, c'est trop compliqué logistiquement, c'est des coûts de ouf, enfin c'est juste pas gérable. Toi, tu l'as fait, t'es encore en train d'essuyer des plâtres sur ce truc-là, mais enfin, comment ça se passe et c'est pareil, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de ta boîte et de ta culture de boîte, quoi. C'est hyper intéressant parce que quand on a commencé à travailler la consigne, on était 10 dans la boîte. Là, on est 20 maintenant. Et tu vois, j'allais voir différentes personnes pour commencer à mettre le sujet en place. Et on me disait, des grands du vin me disaient, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Mais genre texto, tu vois, vraiment, ça m'avait pas mal marqué. Euh, et pour autant, maintenant, ça marche partout en France, et ça a vraiment du sens, quoi. Comment on a fait ça? En fait, le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Enfin, déjà, le plus dur, c'est d'imaginer que c'est possible. Et souvent, Hmm. la première barrière, elle est mentale, quoi. Mais quand, tu vois, avec l'équipe, on creuse, on mature, à tous nos déjeuners, on essaie tu vois, de penser à nos prochains steps qu'on va passer. Et la consigne, c'est vraiment un sujet. Et nous-mêmes, initialement, on se dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, comme tout le monde. Et puis, tu rencontres une personne, une deuxième, etc. C'est vraiment un écosystème aussi qui a rendu ça possible. Et puis, tu t'aperçois qu'en fait, on est plusieurs et nombreux à travailler sur le sujet. Et donc, le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. En fait, on a pris, je sais pas, une épicerie et on a commencé à faire les choses, trouver la bonne étiquette, la bonne colle, les bonnes contraintes, aller voir les gens. Et puis faire des choses qui sont pas du tout rentables, faire un peu de la sorte de R&D. Et au final, bah, t'implémentes. Et puis, tu rentres dans une sorte de boucle d'itération qui fait que si tu connais ton objectif, et pour nous, l'objectif, il était évident. Enfin, c'était écrit que le futur, c'est la consigne. Enfin, et vraiment, ça l'est. Et donc, on s'est dit, bah, on va le faire. Il faut le faire, en fait. Enfin, il faut, tu vois. Et donc, Hmm. voilà. Et du coup, aujourd'hui, enfin, tu peux rendre enfin, comment je fais si j'achète une bouteille de vin de chez OE, j'en fais quoi concrètement Eh en bien, tant que consommateur de base? ouais, dans les lieux qui jouent le jeu de la consigne, et tout le monde ne le fait pas encore, eh bien, tu peux acheter ta bouteille, tu peux la rendre dans l'épicerie ou le magasin en question, et eux, ils vont stocker ta bouteille dans un casier avec des bouteilles vides. Et quand il y a assez de casiers pleins de bouteilles vides, on a des partenaires dans toute la France qui viennent ramasser ces casiers, euh, et donc ces bouteilles, qui vont les massifier, et une fois qu'on en a assez, on va les laver dans une laveuse, et après, on réemploie les bouteilles, on re-remplit les bouteilles. Pour l'instant, c'est nous qui reprenons toutes les bouteilles parce qu'on est les seuls. Mais demain, l'idée, c'est que tous Hmm. les flux, très organiquement, s'organisent. Et donc, plus ça va aller, plus ce sera optimisé, quoi. Et ce qui est intéressant de voir, après, enfin, je connais pas les marges dans ton secteur, mais ce que tu dis, c'est qu'une bouteille de consigne, même avec toute cette ingénierie pour la récupérer, etc., la relaver, la réutiliser, elle te coûte finalement aujourd'hui aussi cher qu'une bouteille neuve. Donc en fait, c'est purement une question de choix et ça a un sens business de le faire aussi, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et il faut savoir qu'une bouteille neuve, tu sais, une bouteille blanche, par exemple, transparente, tu as 20% max de matière recyclée dedans. Et donc, 80%, c'est de la matière non recyclée, matière neuve. Donc, c'est de la silice neuve, matière non renouvelable et où il y a déjà une crise des matières premières, quoi. Donc, forcément, les coûts vont augmenter. Et puis, pour fondre les bouteilles, c'est une énergie colossale, tu vois. Pour recycler le verre, bah, c'est des fours à 1500 degrés qui tournent H24. Enfin, tout ça, c'est des coûts, c'est de l'énergie, c'est du carbone. Quand tu laves une bouteille, c'est vraiment très passif, en fait. Il y a effectivement une Hmm. logistique qu'il faut bien organiser, mais après, c'est très passif. Et donc, passif aussi en énergie et donc en coût. Et donc, on s'y retrouve, quoi. Ouais, je vois. Et alors, tu vois, il y a un truc que je vois beaucoup aussi chez d'autres boîtes qui sont pas forcément autant impact by design que toi. En tout cas, c'est peut-être plus facile. Mais entre guillemets,
par essence, enfin cette mission, cet impact, etc., ils sont très axés vers l'extérieur de ta boîte, sur l'impact que tu vas avoir sur le monde, sur ton industrie, sur tes partenaires, etc., etc. Et souvent, en fait, l'interne de ta boîte peut être un peu le parent pauvre de cette logique, et tu peux avoir des, enfin ouais, souvent on voit des trucs genre les éco-gestes, machin, etc. Mais même pour les équipes, ça semble être faible comme truc. Comment on fait pour que cette culture de l'impact, elle se retrouve aussi dans ta boîte? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture entreprise d'un point de vue interne? Ouais, en fait, moi, je crois vraiment à cette cohérence. Et je me dis deux choses. Une, c'est vraiment que quand moi j'achète bio, je me dis, bah, le produit concrètement est bio et coche les X cases du label bio. Mais au-delà de ça, pour moi, enfin, c'est ce que j'attends d'un produit bio, bah, il est bio, je veux dire, positif pour le monde de manière générale, y compris socialement, y compris localement, etc. Et donc, je pense qu'une boîte bio, ou même une boîte quelle qu'elle soit, mais elle doit évidemment prendre soin aussi de l'intérieur, comme de ce qu'elle peut peut-être plus communiquer. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait? Euh, Moi, je vois, par exemple, on a levé des fonds il y a quelques temps maintenant, et je sais que j'ai stressé l'équipe, tu vois, et je les ai mis en mauvaise posture, et vraiment de ma faute. Et vraiment, à ce moment-là, ça m'a fait tilt. Enfin, une fois que tout était bouclé, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je peux pas faire ça, c'est pas l'idée de cette boîte, tu vois. On se bataille pour une super belle chose, mais si c'est pour tendre tout le monde et que tout le monde soit sous médoc, etc., enfin, je caricature un petit peu, ben, c'est pas possible, en fait, c'est pas pour ça qu'on a créé cette boîte. Et très concrètement, comment on s'y prend? Bah moi, vraiment, je pousse l'équipe à remonter, proposer, dire des choses. Et donc, régulièrement, il y en a un qui dit, bah voilà, nous, on aimerait bien proposer ci ou ça. Tu vois, là, on a fait une randonnée 2 jours en équipe. Bon, bah, je sais plus d'où est sortie l'idée, mais quelqu'un a proposé ça. Puis hop, on s'est dit, bah vas-y, on le fait. Et en fait, c'est plein de petites choses, hein. Il n'y a jamais une chose majeure, etc. Mais voilà, plein de petites choses. Et puis, c'est peut-être aussi prendre aussi le temps de se redire quelles sont nos priorités. Tu vois, quand tu as un choix à faire, Hmm. en tant que cofondateur, tu sais, est-ce que je prends, je sais pas moi, telle mutuelle ou d'autres mutuelles un peu moins chères, je sais pas trop quoi, bah te dire, bah ok, je prends peut-être le truc un peu plus cher, mais je sais pourquoi je le fais et je le dis aux équipes, tout le monde est content. Enfin, c'est souvent des petits choix comme ça qui font que la diff se fait. Et après, c'est vrai qu'on est pas mal aidé par Bicorp aussi, donc tu as ce grand questionnaire qui nous pointe du doigt différentes choses et certaines choses qu'on n'aurait même pas imaginées, comme le fait d'être dans une banque éthique, tu vois, on s'est pas posé la question à l'époque. Maintenant on l'est, mais ça c'est grâce à Bicorp qui nous a pointé ça du doigt, quoi. Ouais, effectivement, parce que on parlait de label. Je trouve effectivement que vous êtes labellisé B Corp. Vous êtes aussi entreprise à mission, enfin partie de la communauté d'entreprises à mission, etc. Il y a un peu moins de 1000 en France, tu vois. C'est pas forcément un truc qui est évident à faire. Et en fait, c'est des labels qui font très bien afficher, qui sont très bons pour la marque employeur, parce que tu dis à tes consommateurs, etc. Ce qu'on voit moins souvent quand on est à l'extérieur, c'est qu'il y a des engagements qui vont avec ces labels. C'est pas juste on te donne ça, c'est cadeau. B Corp, tu passes le Business Impact Assessment, le BIA, t'as 200 questions auxquelles tu répondre et tu te fais auditer tous les ans pour voir si tu progresses, c'est même pour voir si tu maintiens ton niveau, c'est pour voir si tu progresses. Pareil, être entreprise à mission, concrètement, ça veut dire avoir un comité de mission, faire un rapport de mission, avoir un organisme tiers indépendant qui vient t'auditer, etc. Donc, pourquoi ce choix, entre guillemets, encore une fois, de s'imposer des contraintes en plus pour avoir des labels, tu vois? Et qu'est-ce que ça apporte à ta boîte? En fait, je les vois pas comme des labels en tant que tels, tu vois, comme des tampons, mais plutôt comme un mouvement. Et donc, ces labels-là, quelque part, ils nous aident à progresser, à pointer du doigt des choses, à nous poser des questions, nous challenger. Et c'est aussi une communauté d'entreprises, d'entrepreneurs et d'employés qui bah, vont dans ce sens-là. Et donc, ensemble, on s'entraide et pour essayer de bien faire ou de faire le bien. Donc, je vois plus comme ça. Après, c'est vrai que j'ai toujours peur des gens qui ont plein de bonnes intentions. J'aime bien les faits concrets, tu vois. Et donc, c'est vrai que ces labels-là, mine de rien, ça vient un peu bah, valider, certifier concrètement ce qui est fait. Surtout en ce moment où tout le monde, d'un coup, s'est trouvé une mission et des valeurs d'entreprise et tout ça. Bon, mais tant mieux peut-être, hein. Mais du coup, il faut aussi se démarquer et bien dire qui s'engage et comment ou pas, quoi. Donc, il y a Hmm. aussi un enjeu un peu commercial, marketing pour nous, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Et en même temps, c'est des vrais labels, c'est pas des labels que tu peux acheter, quoi. Oui. Donc effectivement, je vois bien. Et alors, tu disais, on a levé des fonds. T'as levé 2,5 millions, si je me trompe pas, l'année passée. Et alors, enfin, tu vois, on parle de levée de fonds, souvent derrière, c'est des grosses boîtes tech, etc. Et tu comprends pourquoi ils lèvent des fonds. Soit c'est pour financer leur BFR, parce qu'en fait, et pour pouvoir recruter plus de monde, accélérer, ils ont beaucoup d'enjeux de market, un enjeu de beaucoup de sales, pour trouver beaucoup de clients, etc. Avant de pouvoir être même à break-even, quoi. Toi, tu es dans le vin, tu vends un produit qui est bien identifié, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas, enfin, on entend rarement que tel château, etc., a levé X millions pour vendre plus de vin. Donc voilà, pourquoi on lève
de l'argent quand on est dans ton milieu? On lève de l'argent pour nourrir une ambition. Et c'est vrai que nous, on est ambitieux et on veut changer la donne, et donc on lève des fonds pour ça. Et très concrètement, on a levé des fonds pour recruter, parce que faut qu'on avance. Les marges dans le vin, elles sont vraiment pas folles, et donc il faut quand même des volumes. Et sur la consigne, il y a des enjeux de volume. Sur nos productions de bouteilles, il y a des enjeux de volume. Donc il y a quand même une sorte de palier à atteindre. Et donc cette levée de fonds-là, elle nous a permis d'atteindre ça au travers de l'équipe plutôt commerciale qu'on a recrutée à ce moment-là, quoi. Hmm. Et alors, comment ça s'est passé justement quand tu arrives voir des investisseurs qui, entre guillemets, sont peut-être habitués à des choses classiques, tu vois, et toi, tu arrives avec ton statut boîte Impact by Design, société à mission, on a des engagements, etc., on va faire ça, 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 ça et ça, et le truc est clair, et on va pas faire des multiples de valo en 2 ans à x25, quoi. Ce discours a été reçu dans l'écosystème des fonds, par exemple? Et t'as tout et son contraire, quoi. T'as toujours des gens que tu rencontres et qui sont à fond sur l'impact et qui comprennent tout de suite, ça c'est un peu fou, mais qui comprennent le fond vraiment de ce qui nous anime. Et là, t'as des réactions ou des discussions, mais vraiment hyper profondes, et vraiment ça fait plaisir. Et après, t'as des gens qui te répondent, bah non, désolé, j'investis pas chez toi parce que en mettant ailleurs, je gagnerai plus d'argent. Concrètement, j'ai eu des réponses comme ça, quoi. Bon, après, tout l'enjeu, c'est de trouver les bonnes personnes qui comprennent ce qu'on fait, qui sont intéressées par l'agriculture, par une production locale française, et puis par le fait de changer la donne, quoi, sur un axe qui est hyper sympa. Enfin, le monde du vin, c'est absolument passionnant. Euh, voilà, c'est vrai qu'on a l'avantage peut-être d'avoir un produit très physique, très concret, plutôt plaisant, et donc ça parle aux gens. Les gens, ils voient tout de suite de quoi il s'agit. Oui, tu peux faire goûter Oui, en investors meeting, quoi, ce qui est plutôt cool. C'est assez rare avec, c'est assez rare avec des logiciels, effectivement. Et justement, toi, t'as pas eu peur de faire entrer du monde à ton capital, parce que qui dit levée de fonds dit peut-être des fois une certaine perte de liberté, entre guillemets. Alors, je sais pas qui sont tes investisseurs, ils sont sûrement géniaux, hein, mais voilà, c'est toujours un questionnement entrepreneur. J'ai eu beaucoup de gens qui bootstrap leur boîte, etc., parce que volonté de garder cette liberté, ce qui fait sens dans ton business à toi, quoi. je comprends vraiment le sujet. Nous, on avait cette question de volume, de production, et changer la donne, ouvrir des canaux où on voyait qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on s'est mis dans cette position-là. On aurait pu faire autrement aussi, c'est vrai, mais forcément c'est plus long, plus lent, etc. Et après, on a quand même réussi à faire rentrer des investisseurs hyper bienveillants, ambitieux aussi, aussi divers, tu vois, qui se complètent bien et qui ont été une vraie force. Donc peut-être tu perds un petit peu de liberté, et pour être franc, c'est pas vraiment ce qu'on ressent. Et en même temps, on s'est associé avec des personnes qui nous ouvrent des portes, qui nous challenge aussi. Tu as toujours, tu sais, cette solitude de l'entrepreneur. Donc même si on est deux cofondateurs, mine de rien, il y a des moments où d'avoir un board, ça t'aide, quoi, tu vois. Hmm. Voilà. Et puis ils nous poussent à nous cadrer aussi financièrement, à bien construire les choses. Donc ils nous tirent aussi vers le haut, quoi, sur des sujets où nous, on est peut-être moins experts. Oui, l'important c'est de trouver des investisseurs qui sont résonnants et de pas prendre juste le gros brand name qui claque pour avoir tel fonds à ton capital, quoi. Ouais, alors ça, mais hyper clairement, pour le coup, si certains nous entendent et cherchent à lever des fonds, mais vraiment prenez le temps de sélectionner les bons investisseurs, et ça veut dire aussi se mettre en position de pouvoir prendre le temps. Et ça, c'est un vrai sujet, quoi. Bien sûr. Il faut pas être avec le couteau sous la gorge. Bah J'ai oui. besoin de cash, sinon la boîte ferme le mois prochain, quoi. Effectivement. Et donc, du coup, tu as fait passer ta boîte de 10 à 20, ce qui est quand même déjà une sacrée étape. Ça s'est fait assez rapidement. En plus, j'imagine qu'avec la levée, tu as dû embaucher du monde pour bien compléter l'équipe. Comment tu l'as vécu, toi, cette phase de croissance où tu doubles la taille de ta boîte? C'est quoi les challenges qui se passent et comment le fait d'avoir une culture qui était déjà forte t'a aidé là-dedans? C'est pas facile à répondre, ça. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que, tu vois, dans chaque pôle qu'on a, hop, il y a une personne qui est venue, une deuxième, une troisième, puis en fait, les choses se sont fait comme ça. On essaye aussi de recruter avec beaucoup de feeling, tu vois, ou de pas d'affect, mais tu vois, et donc parfois c'est des rencontres, des discussions qu'on a un peu informelles, puis hop, tu t'aperçois que en fait c'est la bonne personne au bon moment, et puis hop, les choses se font. Donc ça s'est fait assez naturellement, assez organiquement. On n'a pas fait, tu sais, une grosse campagne de recrutement, puis d'un coup tu as 10 Hmm. personnes qui débarquent et qui te bousculent dans ta culture, quoi. Et après, c'est vrai qu'avec l'équipe déjà présente, eh bien on a bien cherché, et on continue à le faire, hein, mais on a bien cherché à mettre les mots sur notre culture, qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qu'on vit ensemble, pourquoi, qu'est-ce qui nous réunit, pourquoi on est là, et bien l'écrire pour mieux le retransmettre, quoi. Et donc, on a retravaillé tous les onboarding,
on écrit des choses, voilà, pour ancrer ça, quoi. Ce qui est un vrai défi. Et je pense que moi, une de mes grandes craintes pour la suite, c'est que ça marche du tonnerre, donc tant mieux, mais qu'on perde ce truc-là, quoi, tu vois. Parce que Ouais, je pense je vois qu'il est complètement. solide et fragile à la fois, tu vois. Et justement, ouais, j'allais y venir. J'ai vu dans un de tes posts LinkedIn que du coup, enfin, vous étiez lancé dans l'écriture du culture book d'OE. Alors là, moi, je suis ravi de voir ça parce que bah, clairement, c'est mon travail, tu vois, d'aider les boîtes à faire ça et que de plus en plus de boîtes prennent la conscience de l'importance de bien écrire cette culture, de te poser dessus, de la formaliser et évidemment derrière de la faire vivre, comme tu le dis, dans les process de recrutement, d'onboarding, etc. Toi, pourquoi ce choix de créer un culture book et comment ça s'est passé? Enfin, vous avez fait comment? Alors pourquoi ce choix? Bah exactement parce que on recrute et on sait qu'on va recruter encore par la suite, et donc on veut être vigilant à tenir cette culture, et on voit à quel point, j'allais dire, elle nous rend heureux ici, ou à quel point elle nous permet de changer la donne et de créer des choses pourtant simples, mais que pour autant personne n'a créé auparavant. Et donc je pense qu'elle a une valeur immense. Euh, voilà pourquoi. Et après, pourquoi l'écrire? En fait, ça me fait un petit peu peur de l'écrire, pour être tout à fait franc, parce que quand tu écris, j'ai l'impression que ça fige aussi les choses. Et j'ai l'impression que chez nous, tout est en mouvement aussi. Et donc, ce qu'on essaie d'écrire, c'est plus l'aventure, et donc d'où ça vient, qu'est-ce qu'on faisait FX et moi avant, quelles ont été les grandes étapes, est-ce qu'il n'y a pas des histoires un peu clés dans cette boîte qui ont fait cette boîte, tu vois, et en fait, il y en a 15 ou plus. Euh, voilà, essayer de remettre les mots là-dessus, tu vois, et, dire à quoi on croit, pourquoi, d'où ça vient, quel livre on a lu, qu'est-ce qui nous a inspiré. Euh, j'ai toujours peur, tu sais, d'afficher des valeurs comme ça, dynamisme, Je machin, comprends. je sais pas quoi, enfin bref. Et là, l'idée, c'est de vraiment raconter l'histoire, et limite, j'aimerais bien, je sais pas si on le fera physiquement ou pas, mais d'avoir 15 pages blanches, mais qui veulent dire que, en fait, le culture book, il est encore à écrire, quoi. Euh, Oh, c'est pas la tu partie vois. qui prend le plus de temps à écrire, les 15 pages blanches. Ça va. Non, Non, tu je peux, commence à faire tu peux y arriver. Mais ouais, et du coup, ouais, je te réponds là-dessus, sur cette histoire de ça me fait peur de figer, etc. En fait, ouais, c'est souvent un argument que j'entends. Ouais, j'ai pas envie que ce soit figé, etc. Mais entre guillemets, c'est jamais figé. Et justement, c'est important je trouve, de pouvoir l'écrire à un moment donné déjà parce que c'est un vrai process pour ton équipe qui se met ensemble et qui se dit, OK, mais concrètement, on pose les mots, c'est ce que tu racontes, tu vois. C'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous réunit. Et ce truc-là, il va te servir, bah, déjà, c'est un référentiel pour tout le monde, c'est une boussole, c'est-à-dire que tout le monde a la même lecture et tout le monde est aligné donc autour de ça. Ça évite d'avoir des différences de perception, tu sais, qui vont juste s'agrandir au fur et à mesure que ta boîte s'agrandit. Pour autant, ça veut pas dire que si je sais pas demain tu recrutes 50 personnes d'un coup, forcément ils vont venir changer un peu la culture de ta boîte parce qu'ils vont amener d'eux-mêmes dans cet écosystème. Et c'est justement un moyen génial de se dire, bah, je sais pas, soit à chaque événement marquant, soit tous les 2 ans, soit, on refait ce travail ensemble pour se dire est-ce que c'est encore d'actualité. C'est un onboarding qui est génial pour les nouveaux parce qu'ils ont une voix qui est top, tu vois, enfin, qui peuvent amener leur voix et leur pierre à cet édifice-là et ça te permet justement de maîtriser cette continuité plutôt que de la subir, quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que, et, enfin, elle se construit cette culture avec toutes les personnes qui viennent, quoi. Et on voit que là, il y a des personnes qui sont arrivées il y a quand même peu de temps, et en fait, elles nous apportent énormément, et elles ont ancré ou modifié ou ajouté des choses à cette culture-là. Et je trouve que c'est hyper fort de pouvoir, bah, tu vois, ce culture book nous permet de faire ça. Ouais, c'est fort de se dire, bah, on a une culture, et en fait, on la travaille, on la façonne, c'est quelque chose, quoi. Alors que parfois, il y a des boîtes où bah, tu as une culture de fait, parce qu'il y a toujours une culture, mais comme personne en prend soin quelque part, bah, du coup, elle est un peu, je sais pas, ou elle se fait d'elle-même, et pas forcément positivement, du coup. De manière subie, exactement. Enfin, Ouais, et du coup, tu peux avoir des sous-cultures qui se créent, tu vois, où t'as des trucs qui sont très affectifs et très émotionnels et que tu as du mal à rattacher à quelque chose de concret. Donc, effectivement, c'est tout le mérite de cet exercice-là. Et alors, justement, bah, tu vois, dans le contenu de ta culture, comment tu la décris aujourd'hui? C'est quoi ces histoires un peu fondatrices que tu as choisies pour illustrer? Est-ce que tu as un exemple? bah, il y a un exemple, tu vois, un peu fort que je raconte souvent aux onboarding, c'est une personne un peu âgée que j'avais rencontrée il y a vraiment longtemps, et qui était, on va dire, en fin de vie, quoi, et qui me disait, bah, je regrette pas le mal que j'ai fait, parce que grosso modo, dans ma vie, j'ai pas fait de choses mal, mais je regrette le bien que j'ai pas fait. Et vraiment, à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, mais ça m'a fait vraiment une claque, quoi. Je me dis, mais en fait, je vais dire, je suis sur Terre pour faire le bien, je dirais pas ça, mais en tant qu'entreprise, en tout cas, on peut faire le bien, quoi. Et parfois, quand tu parles de ces sujets-là, ça te paraît un peu fleur bleue ou je sais pas quoi, mais en fait, moi, je pense que c'est vraiment vrai, tu vois, et on peut le faire et on doit le faire. Et donc ça, je raconte souvent, et puis vraiment on essaie d'en parler entre nous. Qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça nous parle. Je raconte parfois aussi, tu vois, l'exemple, j'ai mes grands-parents qui étaient en Pologne, ma mère est polonaise, et ils étaient en Pologne, ils faisaient la queue pour avoir du jambon. Enfin bref, c'était la guerre, Hmm. quoi, vraiment.
Et donc, ils avaient vraiment pas d'argent. Et pour autant, avec le peu d'économies qu'ils ont eu au début, bah, ils ont acheté un tableau. Genre, qui fait ça? Personne, tu vois. Enfin, et moi, ça me dit, bah, il y a aussi d'autres choses que juste l'argent, juste, tu vois, pour eux, avoir ce tableau, ça avait plus de valeur que peut-être d'être un peu confortablement assis ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça m'a semblé un peu fou, donc ça, j'en parle un peu. Et puis après, des histoires plus boulot, tu vois, au début de l'aventure, il y a des fiancés qui avaient acheté du vin pour leur fiançailles, la livraison a planté, et donc moi, un samedi matin, je suis allé au taf, j'ai pris tous les vins, je suis allé en TGV à Paris pour les livrer, etc. Et donc, parce qu'on voulait voilà, une vraie expérience, on veut respecter nos clients, etc. Donc, à l'époque, c'était hyper important pour moi, et de fait, ça l'est toujours. Et donc, tu vois, renforcer l'expérience client, la relation qu'on crée avec les clients aussi, j'essaie Ouais, bien vraiment de sûr. bosser ce truc-là, tu vois, pas genre, on cherche pas à communiquer, mais on cherche à créer une relation. Et c'est quand même Mais pas pareil. c'est dur, ça, en plus, avec ton produit. Ouais, Entre bah, guillemets, là, dans ton histoire, c'est un événement, c'est une grosse commande, etc. Mais tu vois, il y a rien de plus impersonnel que d'aller acheter une bouteille de vin à Monoprix, quoi. Oui, je suis à Paris, donc tu sais que je vais parler de Monoprix ou de Franprix, c'est terrible. Mais, bah, oui, oui, tout à fait. Et en même temps, on a quand même la chance d'avoir un produit qui est un des seuls produits que tu laisses sur ta table lors d'un dîner. C'est la seule marque que tu as ou le produit que tu as. Tu vois, le beurre il est dans un beurrier souvent. Enfin, tu as quand même peu, tu vois. Et donc, on est sur la table. Et ça, on essaie aussi d'en profiter pour justement écrire des choses sur la bouteille que les gens vont lire ou pas. Mais s'ils les lisent, bah, peut-être on va un peu les interpeller sur les engagements, etc. oui, et effectivement, encore une fois, t'as un visuel de bouteille, encore une fois, allez voir, qui est très très différent. Enfin, ta bouteille, on la voit, quoi. Tu peux pas ne pas la repérer au milieu d'un rayon de vin. Donc, c'est sûr que ça va forcément attirer. Ouais. Et pour autant, on cherche à être très simple et très humble aussi. Donc, c'est vrai qu'on la voit parce qu'on la distingue de tout le brouhaha ambiant, mais oui, c'est vrai. Ouais, parce que ça incarne aussi cette volonté de pas faire les choses comme tout le monde et comme ça a toujours été fait, tu vois. Enfin, Ouais, c'est vrai, tout à fait. t'as cet esprit pionnier qui est très, très ancré, je pense, dans ta culture qui doit pas toujours être simple. Et justement, ça m'avait une question. Du coup, c'est quoi, toi, les ambitions? Est-ce qu'on va te voir, comment ça pourrait être en lien avec ta mission, aller vers, je sais pas, peut-être d'autres produits, tu vois? Est-ce que c'est que le vin? Où est-ce que tu veux amener ta boîte? Et quel est le bien que tu as envie de faire, en fait? Tu vois, pour reprendre Hmm. ce que tu disais. Alors, faut pas me lancer là-dessus parce que moi, j'ai mille Ah, rêves, s'il faut, bah, on est là pour ça, hein, donc. j'ai 1000 sujets que je voudrais déployer. Et c'est vrai que, tu vois, quand je dis à l'équipe qu'on vend pas du vin, mais des engagements, bah, effectivement, ces engagements, ils peuvent aller sur d'autres produits, d'autres marchés, etc. Mais c'est vrai que, alors là, c'est vraiment l'entrepreneur qui parle, mais c'est aussi bien de se focuser, de percer. Enfin, tu vois, on sent qu'on a encore un vrai travail à faire pour percer. Pour autant, il y a deux sujets là qui sont un peu prégnants chez nous, un peu forts chez nous. Il y en a un, c'est vraiment sur le handicap, tu vois, l'aspect plus social. On est hyper avancé sur les aspects écologiques. Et pour autant, je crois vraiment que quand tu avances sur l'aspect social, mine de rien, ça t'éveille sur l'écologie et vice-versa. Et donc, nous, on est très avancé d'un côté et on commence à l'être un petit peu plus de l'autre. Mais j'ai vraiment envie qu'on avance là-dessus. Et donc, tu vois, on a une personne qui est là, qui a un handicap et vraiment, elle nous apporte mais énormément. Et j'aimerais bien qu'on arrive à continuer là-dessus, dans cette voie-là, pour, si c'est possible, tu vois, si on y arrive, bah, continuer à servir, à aider quand même des personnes. Euh, et on voit à quel point lui, il est heureux d'être là, tu vois, d'être dans une boîte habituelle, on va dire, tu vois. Mhm. Euh, Vraiment, ça c'est ouf. Et le deuxième point, c'est justement plutôt côté agriculture, où jusqu'à présent, tu sais, on donne 1% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité. On aide vraiment nos vignerons à analyser leur sol, planter des haies, enfin bref, on fait tout un travail avec eux, analyser leur domaine, etc. Et pour autant, je vois qu'il y a un travail mais monumental de ce côté-là, qu'on voudrait avancer mieux. Et donc là, on est vraiment en train de réfléchir à comment, quel levier, quel financement on peut trouver, on peut mettre en place pour ça. Il y a des vrais sujets là-dessus. Et c'est absolument passionnant parce que quelque part, l'impact, tu vois, sur toute notre logistique, on peut faire moins de carbone, moins de déchets, on peut faire moins. Mais à la vigne, tu peux faire plus de biodiversité, plus d'écosystèmes, plus, tu vois. Et donc, on a un business qui permet ça et donc il faut qu'on le fasse, quoi. Mhm. Là où tu as plein de business où bah, tu peux faire et déjà c'est très bien, hein, tu vois, mais quand tu es une boîte de communication, bah, tu peux faire moins de déchets, moins de carbone, moins de transport, mais tu peux difficilement faire plus de quelque chose, quoi. Et certainement que j'ai un peu tort, mais bref, on se comprend. Et, et justement, tu vois, ce côté pionnier aussi, en fait, tu peux souvent avoir l'impression sur les sujets RSE, impact, etc., enfin, t'appelles ça comme tu veux, que c'est une case à cocher. Tu sais. Tu peux te dire en tant que boîte, c'est bon, on est arrivé au standard, on est bien, on est là. Toi, tu as cette démarche depuis le début d'aller encore plus loin. Et en fait, comment tu trouves ces idées pour aller
plus loin, parce que déjà toi, enfin, t'es arrivé là-dedans, tu connaissais pas grand-chose au vin, à part probablement que tu devais aimer ça. Voilà. Mais toi, on sent que tu es hyper expert sur tes sujets, que tu as vraiment poussé les trucs. Enfin, tu vois, tu me parles de silice, de matière première, un truc comme ça. Comment tu continues et tu continues d'apprendre et de t'améliorer pour aller toujours plus loin là-dedans, quoi. Bah, je crois que je suis curieux, ça doit être une de mes qualités, et donc je creuse, je me pose toujours des questions, et tu vois, j'aime bien répéter à l'équipe cette phrase de il faut se réjouir de tout, mais se satisfaire de rien. Et donc, oui, on a mis en place la consigne, cool, et il faut qu'on la déploie, et c'est encore le tout début, donc vraiment, il y a un boulevard là-dessus, il faut foncer. Pour autant, on peut pas s'en satisfaire, on peut pas se dire, ah bah trop bien, je me gratte le ventre, on a réussi, qu'est-ce qu'on est fort, quoi. C'est qu'une brique, la consigne. Et quand tu vas dans notre entrepôt, tu as du plastique partout, bah c'est pas possible, en fait, c'est juste pas possible. Et donc, et encore nous, on est minuscule, mais quand tu vas dans un entrepôt d'une vraie boîte, bah, c'est la folie, quoi, tu vois. Et donc, bah, je me dis, qu'est-ce qu'on peut. Enfin, je suis content de prouver qu'on peut faire autrement, quoi. Prouver que tu peux être heureux dans une boîte, prouver que tu peux faire du zéro plastique, zéro déchet, prouver que à la vigne, tu peux faire autrement. Enfin, j'aime bien ce truc-là, et donc j'essaie toujours tu vois, un peu de nourrir ma colère quelque part et de se dire, mais qu'est-ce qui me rend fou? Et quand je vais dans un entrepôt et je vois du plastique, je me dis, mais c'est pas possible, ça me rend fou. Et je pense que c'est un des vrais enjeux de nous, les entrepreneurs. Il faut qu'on arrive à nourrir ce truc-là sans tomber dans une colère absolue, de pétage de plomb, mais tu vois, de se dire, il y a partout des solutions à apporter, quoi. Et Hmm. c'est vrai que du coup, Bicorp nous aide là-dedans. Le fait d'être entreprise à mission, bah, ça nous aide parce que ça nous éveille. On est tout le temps en train de, tu vois, de se challenger. Le fait, nous, d'avoir des objectifs trimestriels aussi d'impact, et ben, tous les trimestres, on s'assoit et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait ce trimestre? C'est quoi le next step? Et après, moi, je réfléchis aussi avec l'équipe au mouvement sur le 1 an, 2 ans, 5 ans qui viennent. Euh, Quels sont les vrais paliers qu'on va passer, quoi. Et tout ça s'entre-nourrit. Et la chance qu'on a, c'est que toute l'équipe contribue à ça. Donc, tu vois, t'as pas un déj où on se dit pas, ah, tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça, t'as lu cet article, machin. Et donc, tout le temps, ça résonne, ça résonne. On a sur notre Slack, on a un channel qui s'appelle liste de lecture, et donc tout le temps, tous les jours, tu as l'équipe qui met des choses à lire, tu vois. Donc, on se confronte, on met des avis divergents, etc. Et donc, de tout ça, bah, naissent les idées de demain. Et après, une fois que tu as prouvé sur un ou deux exemples que bah, c'est possible, et que quand on dit c'est impossible, bah, en fait, c'est faux, c'est possible, bah, tu dis tout est possible, quoi. Et donc, quelque part, tu n'as pas de limite, quoi. Ouais, effectivement, et là, tu as une équipe de passionnés, et ce côté nourrir ta colère qui est assez intéressant pour le coup. Justement, qu'est-ce qui fait, enfin, quand tu vois du plastique, quand tu vois des trucs comme ça, tu as toujours cette colère, cette hargne. Enfin, pourquoi ça te rend fou? Qu'est-ce que ça touche d'important chez toi, entre guillemets, qui va te dire, putain, mais il faut que ça change, quoi. Parce que tu pourrais aussi très bien te dire, ok, bah, ma boîte, elle tourne, il y a un certain confort qui va avec. Enfin, ce serait humain de te dire, ok, je suis arrivé à un stade où je suis bien, et bon, bah, je peux pas être dans le combat tous les jours parce que c'est fatigant, tu J'avoue que c'est épuisant, c'est vrai. vois. Après, franchement, je sais pas d'où ça me vient. En fait, je pense que c'est une certaine conscience, tu vois, je sais pas, quand tu vois les chiffres sur la biodiversité, tu vois qu'on a perdu, pour certaines espèces, 80% du nombre d'espèces tu vois, du nombre d'oiseaux de telle ou telle espèce, mais c'est pas possible, en fait, tu peux pas, enfin, moi, en tout cas, j'accepte pas ça, ça rentre pas dans ma tête, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'on peut y répondre? C'est quoi les leviers? Tu vois? Et pour le plastique, c'est pareil, quand tu vois qu'en fait, on recycle, je sais plus, 28% du plastique et tout le reste, en fait, c'est enfoui. Bah, c'est pas possible. Enfin, et à un moment, ça ne marche plus, quoi. Euh, et donc, c'est vrai que ça me rend un peu fou. Et je pense que j'ai la chance de faire ce projet avec l'équipe, pas pour moi, tu vois. Je le fais pas pour, je sais pas quoi, devenir riche ou n'importe quoi, mais plutôt comme pour avoir un outil dans les mains qui apporte des solutions, ou qui montre des voies, qui teste, qui apprend, qui fait des erreurs, tu vois. Et on y va ensemble, on emmène toute notre communauté, et puis ensemble, on trouve des solutions. Et on voit qu'il y en a 1000 des solutions, donc c'est passionnant. En plus, vraiment, c'est passionnant, tu vas trouver des solutions, c'est hyper Ah bah c'est gratifiant. clair, ouais, c'est passionnant, c'est Intellectuellement, passionnant. c'est vraiment- Ouais. Ça se voit, et ça se voit quand tu parles, hein. Enfin, t'es hyper animé par ça. Et justement, tout à l'heure, tu disais, ouais, se réjouir de tout et se satisfaire de rien. Enfin, c'est une phrase qui peut paraître simple, tu vois. Mais en vrai, je pense que c'est très difficile. Et surtout, en tant qu'entrepreneur qui entreprend autant à la hargne et à la colère comme ça, comme tu le dis, avec cette volonté de changement. Toi, personnellement, comment t'arrives à gérer ça? T'arrives à te réjouir des trucs, à te dire ce que je fais, et pas te dire ce que je fais, c'est jamais assez. Enfin, ça doit être terrible, terrible, comme constat à faire, quoi. Franchement, j'ai toujours eu du mal, c'est vrai. Et pour autant, là, je remarque depuis quelques mois, bah, je me réjouis vraiment, enfin, je m'émerveille vraiment de petites choses dans la boîte. Tu vois, un gars qui nous met un message hyper touchant.
Bah vraiment, ça me rend hyper heureux, quoi. Tu vois, là, on a fait une marche en montagne, on a marché 30 minutes en silence, entre autres, en plein milieu de la forêt, mais c'est absolument magique, quoi. Bah, vraiment, ça me donne des ailes de fou. Euh, et ça nourrit aussi l'énergie, parce que si t'es en colère tout le temps, bah ça marche plus, quoi. Tu vois, il faut de la joie, il faut de l'énergie, il faut que ce soit positif au final. Et donc c'est toujours une question d'équilibre, hein, comme d'hab, hein, mais ouais, nourrir. Il faut se nourrir aussi de tout ça. Euh, Peut-être aussi, je suis plus rassuré maintenant par le niveau qu'on a atteint et la suite, elle est hyper ambitieuse, mais quelque part, on a passé des grandes marches aussi qui sont aussi peut-être pour moi plus rassurantes. Euh, ouais, voilà. Et puis je sais pas, il y a aussi une force d'équipe, tu vois. C'est pas que moi Hmm. l'entrepreneur, c'est notre duo avec FX. C'est ouais toute la force avec l'équipe. On voit que les sujets sont quand même mieux maîtrisés maintenant, et ça nous permet de monter les marches suivantes. Euh, Après, c'est sûr que quand je vois, parce que je suis un peu aussi mon LinkedIn ou mes relations, c'est aussi un petit cercle, et donc c'est hyper gratifiant d'être dans ce cercle où tout le monde entreprend, on va dire positivement. Mais c'est vrai que quand j'échange avec des boîtes plus classiques ou à l'ancienne, ouais, ça c'est dur. Enfin, je me dis mais c'est pas possible en fait, les gars. À ce moment-là, c'est Ah quoi les exemples franchement. de trucs qui te font. T'as pas voulu citer des gens, tu vois, mais c'est quoi les trucs qui te Non, font bondir? mais bah, typiquement, je racontais à un gars là qu'on a marché deux jours en montagne, et vraiment que c'était très simple, on a dormi en refuge, genre vraiment très simple, quoi, et que ça ancre notre culture qui est justement un peu liée à ça. Et lui, sa première réponse, c'est me dire, bah moi, jamais je me verrais partir avec mon équipe, quoi, nulle part. Enfin, bah, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Enfin, moi, ça me rend fou. Après, certainement qu'il y a des bonnes raisons ou pas, j'en sais rien en fait, mais je sais pas, ça m'interroge, tu vois, ou quand je raconte, tu vois, des choses très basiques de chez nous, le fait de déjeuner tout le temps ensemble, par exemple, qui nous, enfin, je sais pas, voilà. Bah, t'as des gens qui me disent, mais c'est pas possible, chez moi, personne mange ensemble, c'est pas possible, on n'a aucune discussion, C'est une jamais. question de statut, ouais. Ouais, voilà, je sais pas, tu vois, on me dit, bah, dis donc, vous avez une chance incroyable, alors que moi, ça me paraît, mais tellement normal, en fait, et pas du tout exceptionnel, et je me réjouis de tout ça à fond, mais ça me paraît normal quand même, tu vois. Voilà, et donc c'est vrai que on a à cœur ici de montrer aussi qu'autre chose est possible, que tu peux être heureux au taf, qu'en fait c'est ok, que tu peux t'exprimer, que c'est pas parce que t'as un manager que t'es un grouillot, enfin tu vois, remettre les Hmm. étiquettes, tu vois. Euh, Et justement, bon, ouais. ça m'amène à une autre question, ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu as la question du statut et qui existe en entreprise, en fait, que tu le veuilles ou non. Toi, t'es le cofondateur, t'es le CEO de la boîte, donc tu dois prendre des décisions, enfin, porter une vision, etc. C'est ton rôle. Et en même temps, tu animes une équipe de gens qui sont passionnés, qui doivent avoir des ambitions, s'ils sont comme toi, qui sont absolument folles, etc. Est-ce que c'est pas difficile parfois pour toi de dire bah là ça aujourd'hui on peut pas, là pour le business il faut prendre cette décision là. Comment tu vis toi ton rôle de chef entre guillemets dans une équipe de gens qui sont aussi passionnés et qui ont autant de volonté de changer quoi. Bah, c'est vrai que moi je suis hyper attentif à bien donner le cap et je répète, parfois j'ai l'impression de me répéter trop, mais je pense que c'est bien. Répéter pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous réunit ici, qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble. Et dans ce périmètre-là, feu à volonté. Franchement, allez-y, proposez, on y va, que ce soit commercialement ou que ce soit en termes d'impact. Et du coup, bah, ça décuple nos forces, quoi. Tu vois, sur la RSE, c'est pas une personne au troisième étage à mi-temps qui le fait, c'est tout le monde. Et donc on envoie du lourd, enfin, mécaniquement. Et après, c'est vrai qu'il y a des choix parfois à faire. Et comme on est très transparent sur tout, tu vois, tout le monde a accès au business plan, tout le monde a accès aux chiffres, tout est transparent. Eh bien, en fait, les décisions, elles sont quasi évidentes. C'est plutôt des discussions qu'on a, puis on se dit, bah oui, si on fait ça, bah financièrement, ça passe pas, ou bien, je sais pas, humainement, ça peut générer ça, donc peut-être qu'on va pas le faire. Et en fait, on confronte, on aime beaucoup confronter les choses, mais c'est jamais une dispute, tu vois, c'est jamais, enfin, négatif. T'arrives à le dépassionner et à enlever les égos parce que t'es au service d'un truc plus grand. Ouais, franchement, ouais. Euh, Tu vois, un bon exemple, je trouve, c'est au début, tous nos sales, ils avaient tous un bonus perso. Et en fait, on voit que on chasse en meute, qu'en fait, c'est ensemble qu'on est bon, tu vois. Et les sales, ils sont bons si la logistique, ça marche, si la com, elle dépote, etc. Du coup, on a passé toute l'équipe sur un bonus d'équipe. Et donc, Hmm. enfin bref, bonus d'équipe, quoi. Et c'était comme une évidence, quoi. Et en fait, nos discussions, nos choix sont aussi comme ça. On met le sujet sur la table, on regarde toutes les solutions possibles, on voit ce que ça nous fait ressentir, on voit tout ça, on le met sur la table très simplement et on en parle et on prend les décisions communes, quoi. Et ça, je trouve, ça marche.
Enfin, en tout cas, chez nous, là, en ce moment, ça marche. Ouais, ça marche bien. Et ça marche bien parce que c'est en cohérence avec ce que tu racontes. Enfin, au final, ton histoire que tu racontes sur les bonus qui étaient perso et qui sont devenus des bonus collectifs, en fait, je trouve que ça fait complètement sens dans ton histoire. Enfin, déjà, à titre perso, je trouve que ça fait sens, mais ça, enfin, je suis pas du tout un expert de ce qu'est des équipes de sales, tu vois. Mais effectivement, enfin, en gros, tu donnes, dans ce schéma-là, tu donnes le bonus à la dernière personne du bout de chaîne parce que c'est ce qui se voit, tu vois. Mais effectivement, enfin, dans ton produit avec ta logique écosystémique, entre guillemets, que le bonus soit aussi écosystémique, ça fait sens, quoi. Il n'y a pas tellement de, Ouais, tout à fait. Ouais. pas tellement de débat, quoi. Mais je vois vraiment dans notre écosystème, c'est ensemble qu'on y va, c'est ensemble qu'on gagne, tu vois. C'est plus si je gagne, tu perds, c'est ensemble, tu vois. Et donc, oui, on aide des gens à mettre en place la consigne. Quelque part, on crée une concurrence pour nous, et ben c'est pas grave, tu vois. Il y a plus de volume, on y va, on change la donne, et de toute façon, on reste minime par rapport aux grands mastodontes. Et c'est comme ça sur 1000 sujets, quoi. Et en fait, les enjeux ils nous dépassent 1000 fois, donc allons-y, tu vois. Faut plus trop se poser de questions, quoi. Ouais, je vois carrément. Et ça m'amène on est sur la fin de l'interview, mais il y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure sur lequel je voulais revenir. Tu dis, plus tu deviens conscient, entre guillemets, ou informé au niveau écologique, plus ça t'éveille aussi sur les enjeux sociaux. Alors là, on est un peu loin des sujets de culture de boîte, tu vois, mais je pense que enfin, je veux bien avoir ta vision là-dessus et de pourquoi, parce qu'on parle de RSE, mais en fait, quand on parle de RSE, tout le monde voit une couleur verte. Tu as ce halo écologique autour de ça, et entre guillemets, on voit pas forcément le lien toujours avec des problématiques plus sociales, sociétales, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Donc voilà, comment ta réflexion, elle se fait sur enfin, la relation entre ces deux sujets, quoi. Bah, je trouve qu'un bel exemple qui est pour moi hyper parlant, c'est que quand on prend soin de nos vignerons, on prend soin de la terre. Tu vois? Je trouve que c'est un exemple où ça marche très bien. Après, un exemple où le lien il est moins direct, bah, c'est par exemple, on a Fabrice qui est ici et qui a un handicap. Bah, le fait de prendre soin de lui, ça va pas directement changer l'écologie. Et pour autant, et bah, sa présence ici, sa douceur, tout ce qu'il nous apporte, eh bien nous, ça nous met en position de servir, tu vois, en position de pas de faiblesse, mais en position de se rendre compte qu'on doit servir, on doit aider, on peut aider, on a un rôle à jouer, quoi. Et donc ce rôle-là, tu t'aperçois très concrètement que tu l'as parce qu'il est là à côté de toi, mais du coup, ça t'éveille aussi à l'avoir sur d'autres aspects, quoi. Et ça te dépasse un peu. Tu te dis, bah, ah oui, en fait, ma vie, elle a peut-être un autre sens, il y a quelque chose de plus grand, tu vois. Et voilà, enfin, moi, je le lis un peu comme ça, tout ça. Euh, Je et vois. puis, de fait, on voit qu'il y a une crise écologique majeure, mais il y a aussi une crise sociale. Enfin, il n'y a pas besoin de trop débattre Oui, non, bien là-dessus, sûr. quoi. Oui, le but c'était pas que tu fasses un aperçu des problèmes du monde, mais tout à fait, ouais. Écoute, question traditionnelle pour finir l'interview, ce serait quoi le conseil que toi tu donnerais à un autre dirigeant qui hésite à travailler ou à prendre le temps de travailler sur sa culture entreprise? Je dirais de ne pas hésiter. Il Euh, revient souvent celui-là. c'est ça. Je lui dirais de prendre le temps déjà pour lui, de voir ce qu'il anime et ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il fait vibrer dans sa boîte, tu vois. Vraiment, les 2, 3 derniers moments qui l'ont fait vibrer, c'était quoi? Et de se dire, bah, en fait, ces moments-là, c'est ça la boîte, tu vois. Et donc, bah, vivons ça à fond. Et quelque part, il y a certainement la culture de la boîte là-dedans. Et puis, je lui dirais de miser sur ses équipes. En fait, je vois que nos équipes, elles ont, enfin, c'est un trésor, mais absolu. Ils ont des idées, ils savent, ils discutent. Enfin, vraiment, c'est puissant. Et donc, il faut mettre ce sujet sur la table et dire, bah, comment on va renforcer l'équipe, comment on va renforcer la culture de l'équipe, comment on va faire ça, proposer. Moi, dirigeant, je sais pas forcément, j'ai besoin de votre aide. Euh, Proposer. Et puis, en fait, il y aura des merveilles qui vont sortir, c'est sûr, quoi. Et après, ensemble, on décide, on choisit, on fait pas, on teste, on apprend, on fait des erreurs, mais je ferai ça. Je lâcherai les chevaux, quoi. Bah, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Euh, un grand merci Thomas pour cette quasi heure de discussion ensemble, c'était vraiment un plaisir. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour ta question. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.